Et comme le prochain intervenant, c'est moi-même, et pour gagner des minutes, on ne fait pas d'introduction particulière. Voilà, donc s'il y a des personnes encore au niveau du côté boisson, accueil, si quelqu'un peut les faire venir, ça serait une bonne idée. On est solidaires aussi pour se rassembler au même lieu. Intervenir après une pause, vous le savez, c'est toujours plus compliqué. Mais il faudra que je commence quand même. Voilà. Donc au moins que tous ceux qui restent encore debout au fond de la salle puissent s'asseoir. Comme ça, ça me permettra de commencer sans qu'il y ait des conversations en cours. Comme ça, je vous demande vraiment maintenant de conclure vos conversations, de prendre place, et je vais pouvoir m'exprimer. En plus, j'ai une petite musique d'ambiance de fond là dans mon oreille, c'est sympathique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, on peut déjà mettre en place le diaporama par rapport à la restitution de l'enquête. Voilà, comme ça, elle s'affiche. Super. Je vérifie quelque chose. C'est bon. Voilà, donc merci pour votre présence. Merci d'avoir profité de cette pause, même si on aurait voulu qu'elle soit plus longue. 30 minutes, c'est bien, mais en même temps, quand on est ensemble, on aime bien prendre ce temps de conversation. Donc je vous invite vraiment donc maintenant à prendre place et je vais commencer sur la restitution donc de l'enquête. Quelle solidarité pour des familles face au handicap. Donc je vais essayer de ne pas vous faire on va dire une liste de nombre de pourcentages, mais plutôt parler avec notre cœur en tant que fédération des AFP, où cette enquête, dans tous ses résultats, dans toutes les réponses qui ont été apportées, le but, c'est pas de sortir quelque chose avec une argumentation scientifique poussée, mais c'est de vous faire partager, de vous faire part de la façon dont il nous a interpellés à travers certains résultats, peut-être même minoritaires les résultats, mais qui nous interpellent. Alors déjà, un grand merci pour la participation de chacun d'entre vous, puisqu'il y a eu en tout 626 répondants, ce qui correspond au même nombre de répondants que la précédente enquête, qui sont les familles protestantes évangéliques. Et parmi tous ces répondants, il y a quand même 250, ce qui correspond à 40% de répondants qui sont engagés dans une AFP. Donc vous avez joué le jeu, vous vous êtes investis, vous avez aussi communiqué sur cette enquête, donc un grand merci. Et en introduction, juste pour féliciter quelques AFP qui ont été parmi les majoritaires des répondants, il va s'afficher un tableau que je mets. Donc je vous ai mis le classement des 10 premiers départements en termes de répondants. Donc voilà, si vous voyez dedans, vous pouvez vous féliciter vous-même. Ça ne veut pas dire que les autres ne se félicitent pas, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'au-delà de l'enquête en elle-même, 53%, donc plus de la moitié des répondants, sont représentés par 10 départements uniquement. Donc c'est juste le petit chiffre, je dis tiens, c'est intéressant de savoir ça, qu'il y a des concentrations à certains endroits en France de personnes qui ont répondu à cette enquête. Cette enquête, je me suis posé 2 questions essentielles. C'est comment elle nous parle et de quoi elle nous parle. Et ce comment est presque plus important du quoi.
qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est surtout une conséquence de comment elle nous interpelle, comment elle nous parle. Ce comment, ça s'exprime à travers cette phrase que j'ai mise ici. C'est un appel des familles en situation de vulnérabilité. Ça vous a été rappelé ce matin, notre cœur en tant qu'association familiale protestante, qui sommes une voix pour les sans voix. Et parlant d'appel, quand on a regardé cette enquête, quand j'ai regardé les résultats, il y a un passage de la Bible qui est venu me trotter dans la tête, qui est venu là, on va dire comme une rengaine, une répétition. C'est celle de l'apôtre Paul qui, dormant tranquillement, il se passe plein de choses quand on dort tranquillement, et qui à un moment donné a reçu une vision à travers un rêve d'un homme qui lui a dit « Passe chez nous, en Macédoine, passe chez nous, on a besoin que tu passes chez nous ». Et cette enquête, je la prends et je la considère, et nous la considérons comme cet appel finalement peut-être d'une seule personne, et ça peut être le cas, d'une seule personne, mais qui derrière représente une multitude de personnes. Et parlant des personnes en situation de handicap, des familles en situation de vulnérabilité, des familles qui ont à charge des personnes, enfants, mineurs ou majeurs en situation de handicap ou de perte d'autonomie, derrière, s'il n'y avait eu qu'un seul répondant, on voulait être là quand même pour reconnaître et se laisser interpeller par son appel, en disant « On est là, que faites-vous pour nous ? Est-ce que vous pouvez nous rejoindre ? On a besoin de vous, on a besoin de vous. » Et comment cette enquête nous parle, elle ne nous parle pas d'une manière scientifique, sociologique, même si on peut tirer des conclusions, mais elle nous parle directement droit au cœur avant toute chose. Et de dire toute la suite de ce que je vais vous dire courtement, c'est de retenir ça, de dire comment me parlent tous ces chiffres, comment me parlent ces réflexions, ces conclusions. Avant tout, je veux reconnaître une direction, un appel, une interpellation, de me mettre en marche, de me mettre en mouvement, d'aller rejoindre, d'aller vers l'autre, vers ces personnes qu'on côtoie au quotidien, qui sont présents, mais qui sont peut-être invisibles. Et c'est ça l'interpellation. Donc voilà, de quoi nous parle-t-elle ? Et là, je vais aller rapidement sur tout cela. De quoi nous parle-t-elle ? De constats, de paradoxes, de défis. Les constats, ce sont des évidences. Les chiffres les ont mis en avant et il n'y a rien de particulier à dire là-dessus. Le premier constat, c'est que, oui, c'est une évidence que nous avons tous des relations avec des personnes en situation de handicap. Une autre évidence, je ne l'ai pas vu s'afficher précédemment, mais des personnes en situation de handicap, toutes les églises les accueillent d'une manière ou d'une autre. Elles fréquentent nos milieux, nos communautés chrétiennes. Elles ne sont pas absentes de nos rencontres, de nos réunions. Elles sont là. Et nous-mêmes, nous avons des relations avec elles. Nous avons aussi, personnellement, nous nous sentons personnellement concernés par le domaine du handicap. C'est un constat, j'ai dit heureusement, hein, c'est des choses tellement évidentes, c'est ce qu'on appelle les vérités de la palisse. Hein. On dit des choses que tout le monde sait, mais c'est bien de se les rappeler. On se sent concerné personnellement par des personnes en situation de handicap, par le domaine du handicap, sachant que ceux qui ont des relations avec des personnes en situation de handicap se sentent plus concernés que ceux qui n'ont pas de relation. Une évidence, un constat. Par contre, un constat, et on le sait, mais l'enquête l'a mise en avant, je ne mets pas les chiffres là, mais que le thème du handicap est moyennement à peu abordé dans nos communautés chrétiennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais il y a plus de 50% de répondants qui ont dit « non, ça n'a jamais été abordé chez nous ». Plus de 40% de personnes qui fréquentent la même communauté chrétienne depuis plus de 5 ans qui disent « non, ça n'a jamais été abordé depuis que je fréquente cette communauté ». Donc pendant les 5 années écoulées, ils n'ont jamais entendu parler à travers une conférence, une annonce ou quel que soit le moyen utilisé,
eh bien, du thème du handicap. Donc on peut dire que derrière ce constat, on est sensible à ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer cela. Un dernier constat, c'est aussi une évidence. Les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie sont peu engagées bénévolement à travers nos associations, même si au niveau local, certaines peuvent l'être bien, mais là on est dans un constat général. On peut nuancer certains chiffres, mais ce que j'ai voulu mettre aussi, c'est 2 commentaires là, qui sont affichés, parce que ceux-ci m'ont interpellé, et je les prends comme cet appel du Macédonien, viens chez nous, où une personne dit « Je ne m'engage pas bénévolement, car je suis trop âgé, et donc plus efficace. » Je me suis dit, derrière ça, il y a une philosophie de la vie particulière qui fait partie, on va dire, alors je ne vais pas entrer dans le militantisme, mais une façon de considérer la personne dans notre société occidentale, où la personne est considérée plus comme un objet de production qu'une personne. Une personne qui, quelle que soit son efficacité, entre guillemets, elle a la même valeur, et je dirais, elle a le même potentiel qu'une personne qui pourrait être plus efficace, selon certaines conceptions. Et derrière ça, bien, je me disais, oui, nos communautés et nos associations familiales protestantes ne sont pas des lieux de production, mais des espaces de relation. Et une personne qui dit « je ne suis plus efficace », on dit « si, tu es toujours efficace pour vivre une relation et faire vivre une relation et améliorer nos relations. » Et on connaît toute la richesse relationnelle que peuvent nous apporter des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Nous ne travaillons pas dans le domaine de l'efficacité d'une manière productiviste. Et un autre commentaire d'une autre personne, j'ai fait une embolie bilatérale et j'évite les regroupements, ça se comprend. Par contre, je souhaiterais travailler pour Dieu à la maison. Et ça m'a interpellé ce commentaire aussi, parce que je me suis dit, oui, ça nous pousse aussi à être créatifs, innovants, en disant, bien voilà, il y a des situations particulières, et comment on peut permettre à ces personnes dans des situations particulières, qui ont le désir de servir, mais à qui on ne leur donne pas l'accès suffisant pour un service adapté à leur situation. Et la question, elle est là, c'est comment je peux leur permettre de servir, d'adapter une proposition pour qu'ils servent. Et cette personne dit, oui, j'aimerais tant, mais ma situation fait que, voilà, je ne peux pas m'engager bénévolement. Alors voilà un peu pour les constats, et c'est ce dernier qui était le plus marquant pour moi. Et on arrive à un peu des paradoxes. C'est-à-dire, d'un côté, on a des personnes qui disent « je me sens concerné par le domaine du handicap », qui disent « je suis engagé bénévolement », mais qui finalement ne rejoignent pas forcément dans leur engagement bénévole les personnes qui ont des attentes particulières dans leur situation de handicap ou de perte d'autonomie. Puisqu'on voit le pourcentage, 78% d'un côté, et puis après, par rapport aux personnes en situation de handicap, alors on nuance ce chiffre parce qu'au niveau du nombre de répondants, ça ne peut pas être validé d'un point de vue scientifique strictement parlant. C'est pour ça que je dis, même si le chiffre paraît important, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas affiché dans les réseaux sociaux en disant 93% des, etc. C'est juste pour se laisser interpeller, qui mettent en avant qu'il y a une absence d'action proposée par une association protestante évangélique. Elles mettent ça en avant. Celles qui sont dans l'attente disent « il n'y a pas d'action pour nous » et les répondants disent « nous on est engagés bénévolement et on se sent concerné par le domaine du handicap ». Donc bon, il faut que ces deux éléments se rejoignent à un moment donné. Et ensuite, là, c'était le premier paradoxe qui m'avait un peu sauté au regard. On est assez satisfait, on va dire, de la qualité de l'accueil par rapport aux personnes en situation de handicap, assez satisfait par rapport à l'adaptation du déroulement du culte pour l'adaptation aux personnes en situation de handicap.
Sauf que quand on parle, est-ce qu'il y a tel dispositif, est-ce qu'il y a tel dispositif dans votre communauté, eh bien on voit que non, 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 plus majoritairement. C'est-à-dire, je suis satisfait, mais si on fait un listing, on va dire, concret de ce qui est mis en place, on voit que c'est très limité. Donc on se dit, bon, ben, la satisfaction, tant mieux, mais amélioration, encore mieux. Parce qu'il y a plein de possibilités à mettre en place dans nos communautés chrétiennes, parce que là c'est en lien avec les communautés protestantes évangéliques, pour améliorer l'accueil et améliorer l'adaptation même du déroulement du culte dans nos communautés. Dans les paradoxes, c'est le troisième. 22% s'estiment comme une personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie. C'était la réponse claire. Est-ce que vous pensez être dans cette situation ? 22% ont dit oui. Par contre, quand on fait un listing de difficultés, le chiffre augmente. 41%. Voilà, dans certains domaines particuliers, est-ce que vous avez des difficultés d'un point de vue cognitif, émotionnel et là, donc, je me suis dit avec ce paradoxe, il y a plus de personnes en situation de handicap que ce que la réalité veut nous le montrer. Il y a certains qui disent oui, je le suis, mais il y a certains qui ne s'estiment pas en situation de handicap, mais qui vivent avec et qui ne s'aperçoivent pas que c'est vraiment un handicap, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et c'est pour ça que ça nous interpelle, parce que on ne veut pas juste répondre à des choses évidentes, visibles, mais on veut être aussi sensible à toutes les personnes qui se trouvent en difficulté, ou nous-mêmes qui sont un peu plus experts en la matière, je parle à chacun d'entre nous, peuvent dire « Oui, mais peut-être votre difficulté fait que ce n'est pas une faiblesse de votre part, c'est pas que vous n'êtes pas assez fort, assez spirituel, assez ceci. Ça fait partie de votre vie, c'est votre limite, mais dans cette limite, vous avez une possibilité d'engagement, une possibilité de vie communautaire, et on veut vous donner cette possibilité, parce que certains peuvent se culpabiliser toute leur vie, parce qu'ils ignorent qu'ils ont quelque chose en eux qui pourrait être appelé une situation de handicap. À être attentif à tout cela. Je vais terminer rapidement maintenant. Constat plus paradoxe égale défi. Je les ai déjà donnés en parlant un peu de tout cela. Voilà, on est là. Tout à l'heure, une AFP a parlé de cette étude sociologique qu'ils ont faite avant de commencer. Donc, ils font des constats, ils voient des choses, des manques. Donc, ça donne des défis. Alors, un premier défi, c'est simplement très concret. On a 71% de répondants qui ont été des femmes, alors que la précédente enquête, c'était plus 50-50. Et là, on se dit, où sont les hommes dans ce domaine ? Mais on le sait que dans le domaine social, c'est beaucoup de femmes qui s'engagent. Et je me dis, là, je parle pour mon propre compte en tant qu'homme, je dis, où sont les hommes ? Et comment les sensibiliser en disant, bon, la maçonnerie, c'est bien, ça c'est le cliché, mais il y a aussi tous ces besoins familiaux, sociaux, dans lesquels les hommes doivent être présents et les sensibiliser à cela. C'est un vrai défi. 23% de répondants ont été des responsables de communautés évangéliques, et je les remercie, et la plupart de ceux qui ont répondu étaient aussi des personnes engagées dans des AFP, donc on va dire, ils étaient déjà conquis à la cause. Mais là aussi, et c'est une interpellation générale, la question, je la pose, comment mieux sensibiliser les responsables de nos différentes communautés protestantes ou évangéliques au champ du handicap. Ça vous donne des pistes en tant qu'AFP en disant, dans l'église avec laquelle je suis lié, comment je peux aussi sensibiliser à ce sujet les responsables de cette communauté, avoir une action en interne aussi. Et dernier paradoxe, eh bien, pas paradoxe, défi. Donc, ont répondu à l'enquête 146 aidants familiaux, 100 personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ces chiffres, pour une enquête, sont petits et ne permettent pas de donner des conclusions. Mais en même temps, ça nous a interpellés parce qu'on se dit on n'a pas su les rejoindre pleinement. On le savait, c'est compliqué avec l'outil numérique. Et le défi, eh bien, c'est comment mieux rejoindre toutes ces personnes
en situation de vulnérabilité et aussi comment faciliter leur engagement à travers nos AFP, à travers nos actions diverses où on a notre public cible, on a notre projet, notre objectif, mais dans tous nos bénévoles, est-ce que ça peut être aussi un objectif au-dessus de tous les objectifs de dire on veut que dans nos bénévoles, il y ait aussi une accessibilité à toute personne qui pourrait, peut-être en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ce n'est pas parce que j'ai 80 ans que je suis en perte d'autonomie que j'ai plus ma place. Bien au contraire. Et en tant qu'AFP, c'est aussi à s'interroger dans tous nos services à ce sujet-là et de se dire, bon, on ne veut pas l'oublier. On ne veut pas juste chercher des profils, le bénévole, 30-40 ans, qui peut faire 20 heures par jour de service. Mais on veut aussi pouvoir accueillir tout le monde. Un grand merci pour votre écoute et je laisse la place à la suite du programme. Merci Rodolphe. Alors on va faire une petite page de pub puisque Rodolphe va sortir un livre très prochainement. Donc on va voir la couverture qui va s'afficher sur l'écran dans quelques instants. Un livre qui s'appelle « Libère-toi » afin de sortir des prisons de son enfance. Alors la couve n'est pas bonne ? Ah. Alors ça c'est la pub que fait le CERF, hein, le CERF, l'éditeur. Donc le titre exact, c'est « Promesse d'une vie libérée ». Alors, faut leur dire, parce que là, c'est ce qu'ils ont envoyé à tout le fichier presse. Donc, ça sort le 30 mai aux éditions du CERF. Voilà. Alors, nous allons, pour finir cette matinée, avoir notre première intervention plénière. Et le temps que nos deux intervenants puissent rejoindre le pupitre, je vous propose de regarder une courte vidéo, un extrait de film. Il s'agit du 8e jour, si on peut le lancer. Je t'aime bien, Georges. Mais j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Maintenant, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai Alain. Il faut que tu comprennes. Pas gentil. Maman, il dit... Il faut chanter avec Georges. J'ai dit, maman, je ne vais pas à l'Institut. Je reste ici. Maman s'est toujours occupée de toi. Et qui s'est occupé de moi? Je veux vivre. C'est ma vie. Je peux pas m'occuper de toi. J'ai dit à maman que je m'occuperai pas de toi. Je lui ai dit. Je t'aime, moi. Je t'aime. Voilà, donc le 8e jour, c'est un film qui a été sorti en 1996, réalisé par Jaco Van Dormel avec Daniel Auteuil, Pascal Duquesne. Voilà, un très joli film qui évoque le handicap. Donc pour cette intervention, je cède le micro au pasteur Guillaume de Clermont, qui est directeur général de la Fondation John Bost. Et puis interviendra également la pasteure Isabelle Bousquet, qui est accompagnante spirituelle de l'aumônerie et elle-même aumônier à la Fondation John Bost. C'est à toi, Guillaume. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, nous allons avoir voilà, quelques slides pour nous accompagner. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre accueil. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de ce congrès d'avoir eu la gentillesse de nous inviter, Isabelle et moi, nous faire l'honneur de pouvoir partager quelques mots sur l'expérience de la Fondation John Bost et alors prolonger les questions qui étaient posées il y a quelques instants avec l'enquête que vous avez réalisée, et contribuer donc ensemble à la réflexion de ce colloque autour de l'accueil, de l'accompagnement du handicap, et particulièrement dans nos communautés, dans nos églises, dans nos œuvres et mouvements. Je vais intervenir en premier pour donner un peu le contexte de la Fondation John Bost. J'ai choisi volontairement de partager avec vous quelques paroles de l'époque de John Bost, je vais les introduire, qui vont vous donner l'arrière-fond de l'histoire de la Fondation John Bost, et vous ferez vous-même le lien, d'abord avec les questions que nous posons aujourd'hui, et puis ensuite avec l'intervention d'Isabelle qui prolongera la mienne.
Jean-Antoine Bost, alors là on va passer à la slide suivante, vous avez sa tête comme ça. Jean-Antoine Bost, donc dit John Bost, a fondé les asiles John Bost, c'est comme ça qu'on les appelait pendant une très longue période de l'histoire, dans un petit village, à La Force, à quelques kilomètres de Bergerac, en 1848. Et il est, au moment où il fonde ces asiles, profondément animé de la conviction que son ministère pastoral n'a de sens que si l'église locale qu'il a appelée, donc à La Force, a un projet social, un projet diaconal. Il a été très marqué dans sa jeunesse parce qu'il a observé à Paris, où il a séjourné quelques années, très marqué par la misère. Et en fait, il décide de créer un lieu, au départ, pour recueillir des jeunes filles et pour les placer sous une influence chrétienne et leur donner une bonne éducation avec l'habitude du travail, afin qu'elles puissent, dit-il, gagner honnêtement leur vie comme cuisinières, comme bonnes, comme filles de chambre. Bien sûr, vous contextualisez. On est donc au XIXe siècle. Et il crée un établissement que vous allez voir qui s'appelle La Famille, dans lequel il va accueillir très rapidement une quarantaine de jeunes filles qui sont sélectionnées sur la base de quelques critères, 3 principaux. Elles sont orphelines, ou bien elles sont issues d'unions illégitimes, ou bien elles sont placées à la suite de circonstances très difficiles. Et dès les premières arrivées de ces jeunes femmes, les critiques fusent. On lui dit « accueillir des jeunes filles issues d'unions illégitimes, c'est entretenir, je cite, c'est entretenir le vice, c'est encourager le péché ». Mais son entreprise connaît un succès très important. Il a de nombreuses demandes qui lui parviennent, jusqu'à une demande singulière qui va profondément l'ébranler, la demande d'accueil d'une jeune fille, Emma, qui était âgée de 14 ans, considérée comme, je cite, idiote, on est dans le langage de l'époque, c'est-à-dire avec un retard mental important, et qu'il accepte d'accueillir dans son presbytère, parce que déjà, il se dit, mettre cette jeune fille avec les 40 autres qui ne sont pas idiotes, enfin qui ont un niveau cognitif normal, ça va causer des problèmes, donc je vais d'abord l'accueillir dans mon presbytère. Vous allez voir la photo de ce presbytère, c'est une photo prise hier, donc elle est assez... voilà, le bâtiment n'a pas changé, mais enfin l'habillage un peu modifié par rapport à l'époque. Et puis, une deuxième demande qui va lui arriver et qui va en fait changer totalement le cours de l'histoire. Il reçoit une lettre dont je cite quelques extraits. « Je vous supplie de recevoir une pauvre petite créature qui est dans les circonstances les plus tristes. Elle a été ramassée sur un tas de fumier, la mère est en prison. L'enfant, ajoute-t-on, présente tous les caractères de l'imbécilité. » John Bost est très hésitant. Il prend quelques jours pour répondre et il raconte lui-même, « Ma lettre de réponse était à peine à la poste qu'un omnibus stationnait devant mon presbytère. Ma domestique m'annonce des visites et me remet une lettre, et je lus la lettre. » Et voilà la citation. « Nous ne pouvons attendre votre réponse et nous vous envoyons l'idiote. Nous vous demandons pardon, mais nous ne pouvons pas agir autrement. Je me précipite dans le vestibule, dis-tu, et je vois dans un angle à terre une masse informe. C'était Louison. » Et John Bost décide d'accueillir Louison, une petite fille, avec Emma dans son presbytère. Et dès lors, John Bost reçoit des demandes nombreuses qui lui sont adressées par tous ses amis, les mécènes, qui soutiennent déjà le début de son œuvre, pour accueillir non plus des jeunes femmes, je mets entre guillemets, saines de corps et d'esprit, mais des femmes aveugles, infirmes, idiotes, malades, épileptiques, etc. Les asiles John Bost sont sur les rails. Avec une vision qu'il formule très tôt, qui est très ambitieuse et qui repose sur 3 convictions qui sont aujourd'hui totalement reprises dans le projet institutionnel de la Fondation John Bost et dans son ambition. 3 convictions. Au nom de mon maître, j'accueillerai ceux que tous repoussent. Je les accueillerai sans mur ni clôture. Et je mettrai des fleurs sur leur chemin. On a
beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui l'audace et le courage de l'entreprise de John Bost, mais quand on lit les rapports qu'il écrit chaque année pour ceux qui le soutiennent, il écrit des petits rapports, comme on pourrait dire un rapport d'activité ou un rapport moral qu'on a aujourd'hui et qu'on lit, on comprend à la fois le courage et le côté visionnaire de son projet. Je cite quelques morceaux choisis que j'ai retrouvés dans les rapports qu'il écrit au début de son œuvre. « Idiot et animal ont été longtemps synonymes. Aussi voit-on le pauvre idiot relégué même à l'étable parce qu'on estime que la nourriture laissée par les bestiaux est pour lui un aliment suffisant. Jouet du village, couvert de boue, de fumier, maltraité comme on ne maltraitait pas un animal. C'est un idiot, dit-on. Il ne sent rien, voyez, il rit de tout. Mais, dit John Bost, le monde ne rit-il pas? Et cependant, le cancer développe les cœurs. Même quand on rit, le cœur est triste, a dit Salomon. Le jour de l'éternité, écrit-il, révélera les martyrs que nous aurons pu faire par notre dureté, par notre manque de sympathie pour les souffrances du prochain. Oui, on s'est demandé si on ne ferait pas mieux de laisser mourir ces pauvres idiotes. Sans chercher à développer leur intelligence, on savait que plusieurs de ces créatures, objets de répulsion, expiraient abandonnées de leurs parents, ou si elles étaient orphelines dans des lieux que nous nommons nommés, mais c'étaient des idiotes, c'est-à-dire des êtres au-dessous de la brute, des créatures sans cœur, sans âme, par conséquent délaissées, repoussées de Dieu, et qui devaient subir des hommes un sort semblable, c'est-à-dire l'abandon. De beaux esprits, du moins le croyaient-ils, souriaient à nos espérances et à notre amour pour ce rebut de la société. Puis pour ces pauvres infirmes, ces incurables trouvés dans les caves n'ayant jamais vu le jour avant l'âge de 6 ans et que la justice a découvertes, on a même osé nous dire « vous prolongez leur souffrance ». Si Bethesda n'existait pas, Bethesda c'est un établissement qu'il avait fondé, elle serait plus vite débarrassée de la vie. Pour les aveugles, on a même dit « avez-vous le droit de leur créer des yeux factices en déclarant que vous leur apprendrez à lire avec les doigts ? Si Dieu les a créés aveugles, ben c'est pour qu'elles restent aveugles. Ah, les compassions du méchant sont cruelles, mais celles de Jésus et de ses disciples s'étendent à tous les malheureux. » Fin de citation. C'est pas de moi, hein, c'est... mais on peut l'applaudir. Au nom de mon maître, donc, dit John Bost, j'accueillerai ceux que tous repoussent. Je fais un saut dans l'histoire et la nouvelle slide va vous montrer ce qu'est la Fondation John Bost aujourd'hui, implantée dans 4 régions, plutôt sur le littoral ouest de la France, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France, la Normandie. Elle accueille près de 2000 personnes aujourd'hui qui sont en situation de handicap dans plus de 42 établissements et services avec 2300 salariés. Mais oubliez les chiffres, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui est intéressant, c'est que la Fondation accueille 4 types de personnes vulnérables aujourd'hui. Évidemment, je dis évidemment parce qu'il y a une forte demande aujourd'hui des personnes âgées et des personnes en situation de handicap vieillissantes. C'est un sujet majeur aujourd'hui pour la Fondation John Bost. Donc des personnes polyhandicapées avec souvent des atteintes de maladies dégénératives rares. Nous avons sur le site de La Force quelques maladies connues en quelques exemplaires dans le monde. C'est-à-dire qu'on découvre ces maladies au fur et à mesure qu'elles évoluent. Et la Fondation prend en charge l'accompagnement des personnes qui souffrent de ces maladies. Des personnes qui souffrent de troubles du neurodéveloppement, donc toute la palette des troubles de l'autisme, mais d'autres maladies du neurodéveloppement, et puis des personnes malades atteintes de maladies psychiques. Et un niveau de dépendance pour beaucoup de ces personnes extrêmement élevé et des prises en charge très complexes. Vous voyez, 2000 personnes accueillies, 2300 salariés, ça vous donne tout de suite le niveau de handicap. Nous avons quelques personnes à La Force, par exemple, qui en fait sont accueillis par 3 professionnels, c'est-à-dire que c'est des 3-8 pour une personne, on doit avoir quelqu'un en permanence. Ça vous permet de comprendre le niveau de dépendance de ces personnes. Et la Fondation n'est pas connue du grand public, il faut le dire très clairement, mais elle est bien connue dans le milieu du handicap en France comme une institution capable de trouver des solutions
pour des personnes très lourdement dépendantes et qui ne trouvent pas de solution, accueillir ceux que tous repoussent. Dans le milieu du handicap en France, cette conviction de John Bost, elle est connue et nous sommes souvent sollicités dans le prolongement de cette conviction. En revanche, donc, si la Fondation n'est pas connue du grand public, elle est bien installée dans le paysage protestant français et même francophone. Elle revendique un ancrage très fort dans les fondements évangéliques, avec un accompagnement spirituel qui fait totalement partie de son projet spirituel. Le spirituel est totalement intégré dans l'environnement du soin, dans l'environnement de l'accompagnement, et cet accompagnement spirituel est proposé à toutes les personnes accueillies dans nos services, dans nos établissements, si elles le souhaitent, bien sûr. C'est sur la base d'une demande explicite ou de la demande de la famille, et dans un grand respect des principes de la laïcité qui veut que nous sommes évidemment ouverts à tous et que nous respectons les convictions de chacun. 4 pasteurs au service de la Fondation John Bost, auquel il faut rajouter le directeur général que je suis, qui statutairement est un pasteur, c'est écrit dans nos statuts, et donc une identité protestante clairement assumée, connue de tous, et des références aux convictions évangéliques implicites et explicites qui nourrissent l'état d'esprit dans lequel on développe la Fondation John Bost. Tout professionnel qui rejoint la Fondation John Bost se voit poser la question de savoir s'il n'a pas une objection de conscience par rapport à l'accompagnement spirituel qui est présent dans le projet institutionnel. Si c'était le cas, il sera invité à aller voir une autre institution. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un professionnel agnostique ou d'une autre religion que la tradition protestante ou tradition chrétienne, si il est conduit dans le cadre de son travail à accompagner un résident au culte ou dans une activité spirituelle, ne peut pas faire valoir une objection de conscience. Ça n'est pas possible. Voilà, c'est pour vous donner très concrètement. Et cette question, tous les professionnels de la Fondation John Bost se la voient poser. Et puis des liens très forts et constants avec les institutions protestantes en France depuis toujours. La Fondation John Bost, vous le comprenez, fait partie du coup dans le panorama protestant des institutions qui peuvent contribuer et vous aider dans votre réflexion à changer le regard sur le handicap aujourd'hui. Voilà, peu importe la photo, vous avez vu des résidents, forte de son histoire, forte de sa singularité, voilà quelques résidents de nos établissements, forte de cette vision prophétique que j'ai rappelée et qui reste profondément ancrée dans notre pratique aujourd'hui. La Fondation peut accompagner, peut soutenir des églises, des membres des églises, dans le projet d'un meilleur accueil des personnes en situation de handicap. D'abord, elle est un lieu d'accueil où quiconque peut venir visiter, voir comment nous travaillons. Donc je vous adresse ça comme une invitation si vous le souhaitez. Vous pouvez venir seul, en groupe, en voyage d'église. Nous vous accueillerons, nous vous logerons, nous vous permettrons de comprendre et découvrir ce qu'est la Fondation et donc de vous nourrir de la manière dont nous accompagnons des personnes qu'aujourd'hui, quelquefois, personne ne veut voir. Elle est un lieu évidemment de formation et de connaissance des handicaps complexes. Ça veut dire que nous avons des professionnels de très haut niveau qui sont capables de vous aider à comprendre des pathologies complexes parce que nous vivons avec des personnes au quotidien. Et donc ces professionnels sont tout à fait disponibles pour le partager, pour accompagner des bénévoles dans la formation, etc. Donc ça, c'est une ressource possible. Et puis, c'est un lieu, la Fondation John Bost, je crois, de grande créativité, d'élaboration très innovante sur le plan de l'accompagnement spirituel, notamment pour des personnes qui ont un fort niveau de dépendance. Et sur ce champ-là, je vais confier la parole maintenant à Isabelle, parce que vous avez avec moi Isabelle qui travaille depuis plusieurs années à la Fondation et qui est une de ces personnes extrêmement créatives qui apporte énormément dans toutes les idées que nous avons pour transmettre notre projet spirituel à d'autres et puis le vivre avec les résidents. Et je trouve que Isabelle va pouvoir prolonger utilement mon intervention pour vous aider aussi dans la réflexion. Et merci beaucoup Isabelle pour ce que tu as partagé avec nous par avance. Merci pour votre écoute. Eh bien, merci à vous pour votre présence et votre attention. En effet, sur cette thématique de la place des personnes en situation de handicap dans nos églises et dans nos œuvres, comment on peut ensemble
s'entraider à mieux faire, à mieux être, à avancer. Alors, je voudrais partager avec vous quelques-uns des défis qui nous sont communs. Que vous soyez militant dans une église locale, dans une association, dans un café solidaire, peu importe, quels sont les défis qu'on peut relever si on se met ensemble, si on se donne la main. Et il me semble que le premier défi serait de dire non ensemble à l'invisibilisation, le mot est un peu long, des personnes en situation de handicap. Dans les rues, sur les affiches 3/5, jamais. Oh, parfois quelqu'un avec un plâtre. Et puis il y a eu une année cette campagne, je ne suis pas le cancer de la chambre machin, je suis Lucie, voilà, cette campagne-là de publicité qui était pas mal. Mais ensemble de se dire, tiens, a-t-on des chants, des cantiques, des textes de prière qui disent notre commune humanité, qui ne nous disent pas, nous les bien portants, nous prions pour vous les handicapés, qui ne disent pas nous et eux, mais qui disent nous. Est-ce que nos chants, nos textes, nos affiches, est-ce que dans vos journaux d'œuvres, de paroisses, on voit tout type de corps, de personnes, voilà. Ou est-ce que les personnes en situation de handicap sont devenues invisibles aussi dans nos communications, dans nos pratiques? Pas simplement se dire qu'on va se mettre à leur service, mais aussi raconter comment on est ensemble, Église et association. Alors on peut s'apporter des choses, certains ont déjà pris, puis venez, on peut partir avec une table vide tout à l'heure. À un moment donné, avec le réseau Famille, Handicap et Église Inclusive, on a travaillé la traduction en français d'un magnifique poème écrit par une personne infirme moteur cérébrale anglaise, qui sur la méthode des béatitudes, heureux ceux qui s'est exprimé sur heureux ceux qui me deviennent mon ami, heureux ceux qui affichez ce poster dans vos lieux. On peut, lors de sessions de formation, de catéchèse de jeunes, d'adultes, utiliser des visuels qui font droit à la présence du handicap dans nos sociétés. On peut envoyer une sorte de correspondant, vous pouvez avoir dans votre œuvre, de votre église, un ami de la fondation de John Bost, et vous me donnez ses coordonnées, on s'écrit, on s'envoie le Notre Prochain, qui est notre journal, et il le distribue dans votre église, et on tisse du lien comme ça, et bien sûr, Guillaume le disait, nous sommes ouverts, et ça fait partie de nos jobs, que de répondre oui à vos demandes pour venir dans votre association, votre église locale, 1 jour, 2 jours, 3 jours sur un week-end, travailler ensemble comment mieux sensibiliser l'église locale, l'association, à la présence et à l'accueil des personnes en situation de handicap. Dire non à l'invisibilisation des personnes en situation de handicap. C'est quelqu'un qui me disait, un jour à un repas de paroisse, j'étais avec notre fils, 35 ans, polyhandicapé. L'humour est une façon de dire non à l'invisibilisation. On travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap avec un humour excellent, qui oserait vous dire, ben oui, quelqu'un comme ça, quoi. Qui parle comme ça bave et machin. Et quelqu'un lui a dit, quand même, quand on a un enfant comme ça, on le laisse à la maison. Dire non à l'invisibilisation. Un deuxième défi qu'on pourrait relever ensemble, c'est par contre dire oui à la valorisation des compétences et des capacités de chacun, quels que soient nos handicaps. Qui accueille dans votre communauté, votre église? Les pros de l'accueil sont les personnes avec des trisomies. Les cafés joyeux l'ont su, employant des équipiers porteurs de trisomie 21. Les pros de l'accueil, les pros du sourire, voilà. Qui prépare les salles de réunion, qui range la bibliothèque. Une bibliothèque bien rangée avec quelqu'un avec quelques troubles obsessionnels, c'est
La collection des Astérix ira du numéro 1 au numéro X. Hein. Jamais le numéro 2 sera avant le numéro 3. Trier les pulls. Quand je suis arrivée à la fondation, comme dans les placards de l'aumônerie, il y avait des boîtes, genre Tupperware, excusez-moi pour la pub, avec des micro-pièces de pulls de scènes bibliques. Il y avait juste le titre de la scène, le bon samaritain, la machin, l'ex-sort de la mer Rouge. Et là, je dis, mais aux professionnels qui bossaient avec moi, parce que les professionnels, on vit l'aumônerie et l'accompagnement spirituel avec et des professionnels et des bénévoles. Je dis, mais ça va nous prendre des mois de savoir s'il manque des pièces ou pas dans ces trucs-là. Il dit, non, t'inquiète, me dit un professionnel. Moi, je te prends toutes les boîtes et la semaine prochaine, je te les ramène en te disant s'il en manque ou pas. Waouh. Elle m'a ramené les boîtes. Il y avait une boîte où il manquait une pièce. Elle me dit, moi, j'ai un résident qui fait les pulls toute la journée. Et en fait, il les fait sans regarder l'image. Il les fait en regardant le côté tout vert. Là. Et il les pose toutes, il les étale, et puis il les regarde. Vous savez, c'est le Rayman, là, hein, qui compte les allumettes par terre. Et donc, il prend la pièce là, la pièce là, la pièce là, la pièce là. Ah oui, d'accord. Bon, ben... Voilà. Valoriser les compétences et les capacités de chacun. Moi, si je me présente à vous, si on doit se raconter avec quel bonheur et plaisir on va faire équipe, je ne vais pas vous dire, bon, ben, Isabelle Bousquet, 61 ans, ça commence à m'avoir mal partout. Bon, puis je suis malvoyante, hein, je mets des lunettes, je les chausse le matin en me levant, hein, parce que sinon je ne peux pas lire mon téléphone. Et puis bah, vous voyez bien, hein, je suis obèse. Et alors ce qui ne se voit pas et qui va avec, bah, je suis hyper tendue. Donc sans mon cacheton du matin, je risque l'AVC. Voilà. Vous voulez toujours faire équipe avec moi, vous êtes sûr? Je ne vais pas me présenter comme ça. Vous n'avez rien, vous n'avez aucun besoin de savoir mon curriculum vitae de santé, quoi. Hein, je vais vous dire que je suis créative, que mon envie de créer se voit sur mes couleurs de vêtements, que je suis tombée dans un pot de peinture et que j'ose mettre de la peinture et de la couleur partout. Je vais vous raconter mes capacités. Pourquoi quand débarque Franck, polyhandicapé, en fauteuil, on dit « Ah bah oui, c'est un polyhandicapé ». Non mais si vous saviez, Franck, c'est par cœur... voilà, c'est une bibliothèque ambulante de CD, de musique, demandez-lui qu'a fait comme disque telle personne à telle année, ben, il va vous le dire. Enfin, voilà. Hein. Mettre en valeur les compétences et les capacités de chacun. Souvenons-nous toujours que chacun de nous a besoin d'être aimé. Ok, je compte pour quelqu'un. Et parfois, heureusement qu'il y a Dieu quand même pour ça, parce qu'il ne reste plus beaucoup d'humains autour de ce... Voilà. Je compte pour quelqu'un. D'aimer, hein, quelqu'un compte pour moi. Une des difficultés des personnes en situation de handicap est d'avoir des amis qui ne soient pas que des handicapés. C'est un vrai défi. À nous, chrétiens, c'est un vrai défi. Donc, j'aime, je suis aimé et je me sais utile. C'est un tabouret à 3 pieds. Hein. Quelqu'un compte sur moi. Donc, quelqu'un a vu mes compétences et mes capacités et compte sur moi pour les mettre au service des autres. On est chez les petits louveteaux, là. Hein. J'acquiers des compétences pour les mettre au service du groupe. Moi, j'ai des souvenirs abominables hein, de rencontres avec des associations, parfois. Hein, comme, une association d'entraide, je leur disais, elle était dans une des villes, je ne vais pas mettre trop de détails pour qu'on ne les identifie pas trop quand même, une ville où on a un établissement, et puis avec des adultes psychotiques, et donc je rencontre l'association d'entraide. Avec moi, l'envie et la proposition, est-ce que vous voudriez bien de quelques-uns comme bénévoles pour faire le job avec vous? Et là, les responsables de cette association me disent « Ah mais s'ils viennent, on leur servira le café. Hein » Bon, ben maintenant, et aujourd'hui, les gens de cet établissement, ils sont engagés chez Emmaüs, qui a dit « Mais bienvenue, qu'est-ce que vous savez faire? Faisons-le ensemble, au service d'autres. » Mettre ses compétences au service des autres. Surtout, comme le disait Guillaume, on accueille et on accompagne des gens qui ont de tels handicaps et de telles difficultés à la vie autonome qu'il est peu probable qu'un jour ils aient une feuille de paye. Donc ce n'est pas ça qui leur dira leur utilité dans la société. C'est quand nous, membres d'église et d'associations,
on va leur dire, mais nous, tes compétences, on en a besoin au service des autres. Alors, on peut s'apporter ensemble. Je le redis, nous sommes disponibles à venir accompagner votre Église et votre association dans une mise en route sur cette thématique-là. Et je le redis, c'est avec bonheur qu'on accueillera une délégation de votre Église ou de votre association à la Force, où on est équipé, organisé pour vous recevoir sur quelques jours, pour vous faire rencontrer, visiter notre façon d'agir. Et alors, je voudrais vous proposer un troisième défi, sur l'image, pardon, est-ce qu'on peut back en arrière une fois, voilà. Sur l'image, le résident qui est là, on se préparait à fêter Pâques pour le village entier. Donc, depuis le mois de janvier, des professionnels chez eux vidaient des œufs. Donc, c'était omelette une fois par semaine par famille. Amenaient les œufs vides et rincés à l'accueil de la Fondation de Jeune Bost, où les standardistes les gardaient et remplissaient des boîtes en carton d'œufs. Je prenais ces boîtes, je les ramenais dans les ateliers d'ergothérapie ou les établissements où des résidents les décoraient. Puis je reprenais les boîtes les œufs décorés, je les amenais au groupe de partage biblique de résidents et professionnels, où là, ils les fourraient avec des petits versets bibliques dedans. Et une autre équipe de résidents, le jour de Pâques, après le culte et après leur déjeuner, est venue m'aider à les cacher dans le terrain, qu'on avait quand même circonscrit pour que ça ne fasse pas les 240 hectares. Mais il y avait un terrain de la chasse à l'œuf. Et à 15h, les enfants du village et les familles sont venus avec nous chercher les œufs. Tout ça a fini, bien sûr, avec un grand goûter et quelques moments où, de manière très théâtrale, je montrais qu'on pouvait oser casser l'œuf en se disant le tombeau est vide, l'œuf est vide, le tombeau est vide, il est vraiment ressuscité, et de récupérer du coup le petit verset qui était dedans. Et alors ce résident, quand je suis allée chercher les œufs décorés dans l'atelier d'ergothérapie ferronnerie, où il les peignait à la peinture pour métal, ils étaient solides ceux-là, me dit c'est pour les enfants du village. Aujourd'hui je travaille pour les enfants du village. Et c'était, voilà, offrir une utilité pour d'autres. Merci. Et alors le troisième défi, il est celui de la construction de relations d'amitié qui entraînent des transformations mutuelles. C'est l'une des grandes difficultés des adultes en situation de handicap, avoir des amis, et notamment des amis non handicapés. Alors osons la construction, l'animation, l'inscription régulière dans nos agendas de paroisse ou d'œuvres ou d'associations d'entraide, des moments de repas, des thés dansants, des après-midi de jeux de société, ce que vous voulez, mais qui fait qu'on fait connaissance différemment. Osons offrir aux personnes en situation de handicap non seulement de pouvoir venir assister au culte, mais on ne devient pas le copain de quelqu'un quand on vient juste assister au culte. Surtout quand, à la troisième phrase de la discussion dans le verre de l'amitié à la fin du culte, on a des propos tellement étranges qu'un quart d'heure plus tard, on va se retrouver tout seul avec son verre de jus de fruits. Parce que les autres sont allés parler avec des gens moins étranges. Osons des lieux de rencontre où, comme tout un chacun, un adulte en situation de handicap pourra nouer une amitié avec une autre personne. Idem pour les adultes en situation de handicap vivant en institution. Vraiment, donnez-vous comme objectif, comme intention de tisser des liens avec les institutions qui sont à côté de votre église, à côté de votre association, d'offrir des présences bénévoles dans ces lieux. On insiste beaucoup sur cette présence bénévole dans nos institutions. C'est parfois, pour certaines personnes handicapées, le seul moment de leur semaine, mois ou année où ils vont avoir des relations avec quelqu'un qui n'est pas payé pour être là. Vous vous rendez compte, si vous n'aviez des relations qu'avec des gens payés pour vous dire bonjour.
Ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Alors oui, peut-être l'expertise de nos professionnels qui animent régulièrement ce qu'ils appellent des cafés papotes, qui réunissent parents, professionnels, personnes accueillies dans le partage et dans quelles conditions et quels cadres contenants parfois. Il faut tout de même, parfois on a essayé puis on arrête parce que waouh, il y a eu tellement de débordements qu'on ne sait plus faire. Oser aller se chercher, comme le disait Guillaume, l'expertise les uns des autres. Oser peut-être rentrer dans une démarche d'adhésion au réseau Famille, Handicap et Église Inclusive. Yvonne pourrait vous en dire quelques mots de plus à la pause déjeuner. C'est un réseau actuellement de 31 églises locales ou personnes. Il n'y a pas de conditions à remplir pour devenir membre de ce réseau, mais juste l'envie de recevoir aide et soutien les uns des autres dans une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap dans son église locale ou son œuvre association. C'est par exemple la dernière fois, ce réseau offre un week-end par an à ses membres. Et lors du dernier week-end sur la musique, une personne autiste disait moi je me suis posée dans l'église locale où à l'entrée il y avait un panier avec des bouchons d'oreilles pour offrir aux gens hyperacousiques dont je suis l'occasion de pouvoir réussir à rester pendant tout le culte. Et du coup, j'ai rencontré le conseil au moment de mon accueil comme membre et je leur ai dit mais pourquoi on ne mettrait pas aussi un panier avec des loupes? Vous savez, les loupes à 2 € de chez Jiffy là, ou autre truc pas cher là. D'accord, c'est made in China, ok. Mais n'empêche que pour tous ceux qui, quand on annonce le premier cantique et quand ils s'affichent, disent « Et j'ai oublié mes lunettes ». D'avoir, s'offrir, ce réseau, c'est l'occasion de se donner des idées les uns les autres. Vous trouverez également des conseils à suivre pas à pas dans ce petit livre Église et handicap mental. J'en ai quelques-uns sur la table. Et puis, je voudrais finir en vous offrant ce livre, Comme elle est belle, raconte l'accompagnement spirituel. Et on se disait hier soir qu'on est habitués, nous, au culte à la Fondation de John Bost. Et c'est Pentecôte tous les dimanches. Quand Stéphane vient devant et puis dit... Ouais, mais ça... Il est beau ce silence, on est d'accord? Il est habité ce silence. Et on embraye avec la prière d'intercession. Avant, parfois, ça a été assez houleux. Mais là, se fait un temps comme ça. On embraye avec la prière d'intercession. Pendant la prière d'intercession, l'un des professionnels hommes, parce qu'il faut un peu de muscle, le directeur général, quand il est là, grimpe et se prépare à sonner la cloche pendant le Notre Père pour que tous ceux qui sont sur le territoire entendent la cloche et puissent s'associer au Notre Père. Et le Notre Père, c'est Pentecôte. C'est-à-dire que c'est comme si, là, les 2 premières rangées, je vous dis, vous répétez sans cesse la première phrase. À partir de la rangée 3 jusqu'à la rangée 6, vous essayez de faire la course et de finir avant moi. Les rangées, après, vous ne prononcez jamais les mots, mais vous faites toujours sur la mélodie du Notre Père, parce que c'est comme tous les trucs qu'on apprend par cœur, il y a une mélodie. Et voilà. Et donc, moi, je l'aurai sur mon papier. J'ai 61 ans, je suis pasteur depuis 89. Mais le Notre Père, au culte, à la Fondation de John Bost, je l'ai écrit sur mon papier. Sinon, je vais oublier une ligne embarquée par la Pentecôte qui se déroule devant mes yeux. Et puis, on va finir ensemble dans un « Amen ». Et puis, Stéphane va refaire. Bon, des fois, ça ne marche pas. Christophe dit « Les cloches ». Et on écoute le son des cloches qui nous rappelle la prière de ceux qui sont dehors. Venez vivre ça avec nous. Venez passer un week-end, 4 jours à la Fondation de John Bost. On vous accueillera avec plaisir et vous découvrirez combien, parfois dans un vocabulaire qui n'a rien à voir avec le patois de Canaan, vous savez, ce truc habituel d'église où on sait tout ce qu'on veut dire quand on dit « Par ta grâce, Seigneur, merci ».
Voilà. Et où un résident peut vous dire pasteur, au paradis, j'aurais pu mal au cul quand même. J'étais sûre, ça marche. Vous riez, mais n'est-ce pas la question du mal théologique qui remplit des kilomètres de rayons de bibliothèque? Si au paradis, je n'ai plus mal, aux fesses, au cul, à l'arrière-train, mais où vous voulez, c'est que celui qui m'accueille au paradis n'est pas celui qui décide que j'ai mal. Sinon, pourquoi ça s'arrêterait quand je suis avec lui? Donc, c'est que mon mal n'est pas envoyé par Dieu. Et c'est que le projet de Dieu, c'est que ça s'arrête. Enfin, c'est de la théologie vachement profonde. Hein. En français, très fondamental, je vous l'accorde. Mais c'est ça notre quotidien d'aumônerie. C'est ce français fondamental. Merci de votre écoute. Je reviens ? On a un peu de temps de réaction ? On peut. On a 10 minutes. Moi, je veux vous dire merci à tous les deux. Et je veux surenchérir. Allez voir. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à John Bost. Et, vous repartez différents, forcément. Et je voulais signaler aussi, alors il y a le stand, il y a plein de choses. Il y a le livre aussi des 6 interventions du carême protestant. Je crois qu'il y a même une diapo. On a fait sur France Culture 6 émissions à l'occasion du carême, 6 dimanches après-midi, avec l'équipe d'aumôniers donc de la Fondation, Isabelle notamment et Guillaume aussi a ouvert. C'est extrêmement riche ce qui a été partagé. C'est sorti en livre aux éditions Olivetan, c'est disponible au stand. Vous pouvez réécouter les 6 émissions, c'est j'allais dire éternellement disponible sur le site de France Culture, en tout cas tant qu'il existera. Il suffit de taper Carême protestant, France Culture, vous tomberez dessus. Et vraiment, là, vous avez encore de la matière. Moi, je remercie beaucoup Isabelle, notamment, parce qu'elle nous déplace, elle nous bouge, elle ose dire des fois des choses qui peuvent nous faire un peu réagir hein, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est extrêmement riche et profond. Et derrière tout ce qu'elle a dit, si vous réfléchissez à nouveau et si vous écoutez l'émission et lisez tout ça, vous allez voir qu'on est tous concernés et qu'il y a vraiment il y a du boulot. Et grand merci. Et merci à Guillaume aussi pour tout le travail qui est fait là avec John Bost. On a 10 minutes là, si vous voulez échanger, peut-être poser, s'il y a des questions, des choses, profitons-en. À l'un ou à l'autre. Alors, on va lever les mains. Il y a une main de levée. C'est un vrai problème. Le transport. C'est un vrai défi. On arrête de dire c'est un problème, on dit c'est un défi. C'est un vrai défi qui n'est pas insurmontable. Dans nos établissements, parce que c'est mon job, quand il s'avère que quelqu'un exprime le désir de vivre sa vie de foi dans une communauté, moi je n'amène pas le culte dans l'établissement, j'organise le déplacement, et c'est un vrai défi, de la personne jusqu'à la communauté. Et alors, en général, pour une personne qui ait ou pas besoin d'un véhicule avec haillons, pour qu'un fauteuil roulant rentre dedans, hein, parce que asseyez-vous dans un fauteuil roulant électrique et demandez, c'est insoulevable, c'est très lourd, et même un fauteuil roulant pas électrique, asseyez-vous dans un fauteuil roulant classique et faites-vous soulever par 2 ou 3 personnes, vous aurez les peurs de vos vies. Hein. Donc on ne joue pas à ça, c'est bien l'aide humaine là, mais soulever un fauteuil roulant avec moi dedans, moi je vais avoir la trouille de ma vie. Hein. Malgré toute ma confiance dans l'être humain. Et voilà. Mais bon, donc avec ou sans besoin d'un véhicule,
pour un accompagnement d'une personne le dimanche dans l'église locale la plus proche de chez elle, si possible quand même, parce que s'il fallait traverser le département, ce serait compliqué. Moi, je demande je vais dans l'église locale et je demande 4 bénévoles pour être sûr qu'il y ait un planning qu'on puisse tenir et qu'il y ait un calendrier. Et donc, il y a une sorte de contractualisation de bénévolat de 4 personnes qui accompagnent, qui s'engagent à venir chercher, parce que vous avez raison, le dimanche et en week-end, dans un établissement, il y a moins de professionnels, donc c'est même dans ceux de la Fondation de John Bost, donc c'est compliqué qu'un éducateur spécialisé ou une aide-soignante partent juste au culte ou à la messe avec une personne, pendant que les autres font tout le reste du boulot. Mais par contre, des gens de l'église qui viennent chercher. Alors, quand c'est de la Fondation John Bost, et s'il y avait besoin d'un véhicule à haillons, la personne, elle pose sa voiture et elle prend une des voitures avec haillons de l'établissement qu'elle ramène après le culte. J'ai quelques belles expériences comme ça. 6 mois plus tard, après une mise en place comme ça, de la personne handicapée à qui on a dit « Est-ce que tu veux qu'on t'accueille comme membre adulte de l'Église ?» Alors, dans les PUDF, où elle l'était, il y a une liturgie prévue d'accueil d'un nouveau membre adulte. On a vécu cette liturgie en l'illustrant énormément avec des dessins, parce que c'est une personne qui ne sait pas lire, et en lui offrant une carte de membre, ce que vous et moi, on n'a probablement pas pour notre Église, mais Laurence, elle avait besoin de pouvoir ramener l'attestation comme quoi elle était membre. Voilà. Mais c'est un défi qui demande de s'organiser effectivement et d'être dans la confiance, la connaissance, la contractualisation d'une sorte de partenariat et de contrat de bénévole. Mais c'est un défi relevable, mais effectivement, il faut le penser et le tenir dans la durée. Il y avait une autre question au milieu, je ne sais plus, une dame. Alors c'est Yvonne qui disait, c'est quand le prochain week-end du réseau Famille, Handicap, Église? En 2025 sans doute. Hein. Là, cette année, on s'est fait coincer par nos agendas. Mais voilà, en 2025 sans doute. Probablement quelque part au mois de mars. Mais en fait, on cherche à chaque fois pour cette rencontre un lieu. Ça, c'est peut-être aussi un appel à partenariat. Un lieu où on puisse dire aux personnes ayant à mobilité réduite et à régime alimentaire particulier qu'elles sont les bienvenues. Et en fait, dans notre réseau ecclésial protestant, voire œcuménique, de lieux d'accueil pouvant accueillir 30-40 personnes, dont au moins 3-4 auraient besoin d'une chambre PMR, accès, voilà, et ben il n'y a pas pléthore. Et on s'est fait avoir par l'agenda en s'y prenant trop tard, et tous les trucs qu'on connaissait et qui existent étaient... Voilà. Donc le week-end cette année a été reporté à une date ultérieure. Autre question? Oui, au fond. On fait ça, oui. Voilà. Après, il faut ouvrir nos agendas. Mais oui, ça fait... Une des missions de la Fondation, une des missions de la mission première de la Fondation John Bost est et reste accueillir et offrir un lieu de soins, de vie et de sens aux personnes en situation de handicap que les proches nous confient. La deuxième mission est la formation
des professionnels bénévoles qui rendent cet accueil possible. La troisième est celle du soutien des familles. Et la quatrième est celle de participer à un changement de regard de notre société sur le monde du handicap. Donc dans le cadre de ce chapitre-là, oui, des partenariats et des déplacements sont imaginables pour œuvrer ensemble. Éventuellement une dernière question ? Non ? Eh bien, on va remercier fortement Guillaume et Isabelle. Passez les voir au stand. Merci. Continuez à échanger avec eux. Et puis, il y a ces jolies affiches que j'avais vues là-bas à la Fondation et qui sont là disponibles avec cette autre manière de dire les béatitudes. L'heure du repas approche. On va donner quelques infos pratiques. Alors, je vais appeler Christelle du stand de librairie qui a une petite info. Il y a une dame qui souhaitait savoir si éventuellement quelqu'un de l'UDAF du 94, si je me souviens bien, c'est ça ? Quelqu'un de l'UDAF du 94 était représenté ici. Non ? Voilà. Bon. Alors je m'excuse parce que mon annonce va être bassement matérielle après tout ce qu'on vient d'entendre de formidable. Juste tout à l'heure, c'est allé un peu vite sur le stand et quelqu'un m'a payé par carte bancaire avec du sans contact et le paiement n'est pas passé. Il s'agit de 37 € et de 11h17. Si la personne se reconnaît, je l'invite à venir me voir pour régler ses achats. Pardon pour cette... Merci. D'accord. Alors, il y a deux infos. Reste là. Il y a l'info des ateliers, une info concernant les ateliers. Si vous n'êtes pas passé encore à la table des ateliers, allez-y. Il manque des personnes encore. C'est ça qui ne sont pas passées voir Fanny pour savoir dans quel atelier ils vont, etc. Donc, si vous n'êtes pas passé au stand atelier, allez-y. C'est juste à la sortie. Et Fanny Oberbeck vous attend. Autre info pratique pour le repas, donc vous dire que c'est sous la tente. On sort par la première sortie là directement au fond de la salle. Voilà. Et puis dire que ce repas est réservé aux gens qui sont inscrits. Un certain nombre d'entre vous ont dit qu'ils ne restaient pas manger, donc ne restez pas manger, parce qu'il n'y a pas assez. Je crois qu'il y a 233 inscrits, et on est un peu plus de 260 là, hein, c'est ça ? Ouais, facile. Donc, respectez bien ce que vous avez dit. Allez manger uniquement si vous êtes inscrits. Et puis, les 233 ne peuvent pas rentrer, je crois, dans... Il y a 220 places, et les 13 autres vont attendre un peu que 13 est fini, et puis prendront... Voilà, oui, le jeûne, c'est une autre façon de faire, mais non, mais il y a 233 repas, donc voilà.